Welcome to the rebellion. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Andor saison 2. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 10, 11 et 12. Ce dernier arc d'Andor saison 2 se déroule l'année précédant la bataille de Yavin, mais pas vraiment un an avant la bataille, puisqu'ici les événements de cet arc, de Rogue One et d'un nouvel espoir s'enchaînent assez vite. Durant cette année se déroule la saison 4 de Rebels où a lieu la rébellion de Mandalore, Kanan Jarrus se sacrifie sur Lothal pour sauver les spectres, Ezra Bridger découvre le monde entre les mondes et le grand amiral Thrawn est vaincu lors de la bataille de Lothal. L'épisode 10 s'ouvre donc sur Loni Young, l'espion de Lucen Rael au sein du bureau de la sécurité impériale, qui tente de fuir ce dernier car il sent qu'il va bientôt y passer. Son ticket de sortie est de donner à Lucen toutes les informations qu'il a découvertes via les accès de Dedra Meero, c'est-à-dire que le programme Énergie, le massacre de Gorman et la récolte de minerais servent pour un tout autre projet, tout comme la récolte de cristaux Kyber sur Jedha, élément que l'on voit dans Rogue One A Star Wars Story. Loni cite le DORP, la directive de rétablissement de l'ordre public, mise en place suite aux casses d'Aldhani en première saison, les camps de travail comme ceux de Narkina 5, et même Scarif, une planète isolée physiquement et qui sert de lieu de stockage pour les fichiers les plus secrets de l'Empire. Tous ces événements sont liés à la construction d'une arme, celle de l'Étoile de la Mort, qui, selon Loni, est en construction depuis plus d'une décennie. Et en effet, déjà dans la Revanche des Sith, soit 18 ans plus tôt, la construction était déjà bien entamée. Le projet d'une arme destructrice de planètes date de plusieurs millénaires et de l'Empire Sith, mais c'est pendant la guerre des clones que le projet DS-1 pour Death Star est né sur Geonosis. Après un an de guerre, le groupe des armes avancées de la République a développé les plans d'un astéroïde de combat automatisé et d'une plateforme de siège à torpilles, mais aucun d'entre eux n'a dépassé le stade de la conception. Cependant, peu après la seconde bataille de Geonosis, le chancelier suprême Palpatine présenta les plans à la cellule du conseil stratégique de la République, ignorant évidemment qu'il s'agissait d'un Sith à qui Dooku avait remis les plans au début de la guerre. Les personnes au courant que ces plans étaient arrivés jusqu'à la République pensaient d'ailleurs qu'ils avaient été récupérés suite aux batailles de Geonosis. Palpatine réussit donc à convaincre la République de créer sa propre super arme en secret car les séparatistes feraient probablement la même chose de leur côté. Geonosis étant désormais entre les mains de la République, elle y démarra la construction de la station dans le plus grand des secrets. Sous l'Empire, la station fut changée d'emplacement et la planète Geonosis stérilisée, on y voit les restes dans la série animée Rebels. Ce qui est assez fou, c'est que Loni Young précise que même Yularen, le colonel du BSI, vient tout juste d'être lui-même au courant de l'Étoile de la Mort. C'est un secret miraculeusement bien conservé durant toutes ces années. Le plan sur Young qui sort du quartier général du BSI est très intéressant, la caméra est bien plus haute et tournée vers le sol que d'habitude, on ne voit pas la cime du bâtiment, mais on voit au contraire les immeubles de Coruscant se refléter sur la structure, comme si maintenant c'était la ville qui écrasait le BSI. Avant d'aller rencontrer Loni, Lucen Rael et Claya Marquis se préparent pour ce qui sera leur dernière mission et on voit dans un tiroir plusieurs blasters. Celui-ci à droite est un pistolet blaster lourd DL-44, la même arme qu'utilise Han Solo. Toujours sur les miroirs, dans cette scène, Lucen regarde son reflet, il regarde une dernière fois sa fausse identité qu'il va abandonner dans cet épisode, tout comme il balance le miroir vers le haut et fait un parallèle avec le début de son voyage dans Andorre, où il baissait le miroir. Et ce plan aussi est très intéressant, la caméra de travers comme ça s'appelle un plan cassé et sous-entend que quelque chose cloche et c'est juste après celui-ci qu'on découvre que Lucen a tué Loni. De plus, Lucen ici se fond parfaitement dans la foule. Et dans la scène de la découverte du cadavre de l'espion, un Chatooka vient le renifler, c'est une créature que l'on connaît depuis longtemps dans The Clone Wars et dont sa première apparition en live action était dans The Mandalorian. D'ailleurs, les Tukas de la planète Lothal comme dans Rebels ou Ahsoka s'appellent des Lotcha. Et ce n'est pas tout car le propriétaire l'appelle à un moment Pix. Pix étant le nom du chien d'un des artistes des effets visuels de la série qu'il a perdu récemment selon StarWars.com. Ce lieu de tournage se trouve d'ailleurs toujours à Valence, juste à côté des Arts Reina Sofia, où ont été tournées les scènes au pied du Sénat Galactique. Dans les informations que Lucen et Claya s'échangent, il y a cette fois de nouvelles mentions, d'abord avec Galen Erso. Galen Walton Erso est le père de Jyn Erso, le personnage principal de Rogue One et le concepteur du canon de l'Étoile de la Mort. Durant la guerre des clones, il a mené avec sa femme Lyra des recherches sur les cristaux Kyber, la source d'énergie des sabres laser, en étant persuadé qu'ils pourraient être utilisés de bien des manières pour la galaxie. Mais ces recherches ont été mêlées à celles sur l'armement de Orson Krennic et Galen a alors commencé à travailler sur ce que deviendra le canon de la station impériale.
En comprenant ce à quoi ses recherches menaient, Galen, Lyra et leur fille Jean se sont exilés sur le monde reculé de Lamu avant d'être retrouvés par Krennic dans l'introduction de Rogue One. Mais Galen a tout de même résisté à sa manière en implémentant une faille dans la structure de l'étoile de la mort, faille qui sera utilisée par l'Alliance rebelle lors de la bataille de Yavin. L'autre mention est celle de super armes. Par super armes, on parle ici d'armes destructrices de planètes, et il est intéressant de noter que ce détail s'est perdu dans la chaîne d'information. Loni l'a dit à Lucen, Lucen l'a dit à Kleya, mais Kleya, probablement dans la panique, ne l'a pas dit à Cassian, qui donc ne l'a pas transmis au Conseil de l'Alliance. Gorman, Scarif, Kyber, Krennic, Urso. Galen Urso, Galen. Engineer Galen Urso. Super weapon based in Scarif, fuel from Gorman, Kyber from Jeddah. Ainsi, les nouvelles de Tivik sur l'anneau de Kafren au début de Rogue One conservent un intérêt car Cassian apprend que l'arme est en fait une super arme capable de détruire des planètes entières. What kind of weapon? A planet killer! That's what he called it. Planet killer. Lucen a donc bien compris que c'était la fin de son réseau d'espionnage et retourne donc à sa boutique effacer le maximum de preuves, dont la radio extrêmement sophistiquée. Mais une cliente vient sonner, une certaine Dedra Meero du bureau de la sécurité impériale. Évidemment, elle a enfin découvert qui est l'Axe qu'elle cherche depuis son introduction dans la série dans l'arc 2 de la saison 1, et se fait devancer par Lucen qui tente de se suicider avec un poignard Nautolan, sûrement cérémoniel selon Lucen. Les Nautolans sont une espèce aquatique inventée pour l'attaque des clones avec le Jedi Kit Fisto, et on peut remarquer un visage de Nautolan sur le pommeau du poignard. Mais la discussion entre les deux personnages est aussi intéressante. Lucen a dit que seulement 2 de ces pièces actuellement présentes dans la boutique sont peut-être des fausses. Il parle évidemment des 2 seules personnes dans la pièce, Dedra et lui-même, qui jouent tous les deux un rôle à ce moment. De plus, le poignard pourrait le représenter lui, et il se tue donc avec sa propre représentation, comme si le faux Lucen tuait le vrai, un suicide donc. Dans la boutique, il y a aussi des pièces que je n'avais pas encore relevées, comme cette couronne qui est celle de Padmé Amidala dans La Menace Fantôme lorsqu'elle était reine de Naboo. La pierre au centre s'appelle d'ailleurs le joyau de Zenda. Et ça fait la 2e coiffe qu'a portée Padmé qui se retrouve dans la boutique de Lucen Rael, avec celle de son retour sur Naboo dans l'attaque des clones, sans oublier ce bouclier Gungan, également originaire de Naboo, dans le fond de la pièce, et ce crâne Gungan. Cela fait beaucoup d'objets de cette planète et il y a probablement une raison. En effet, dans les flashbacks de cet épisode qui se concentrent sur Lucen et Kleya et dont je parlerai plus en détail après, certains se déroulent sur Naboo justement. Lucen a peut-être à ce moment récolté ces objets ou s'est fait des contacts qui lui ont permis de mettre la main dessus plus tard. Je reviens rapidement sur ce crâne Gungan qui est un détail très particulier, ici le symbole légende de l'Empire Sith de Dark Revan du premier jeu vidéo Knights of the Old Republic. Aucune idée du lien avec les Gungan, mais l'Empire de Revan étant uniquement légende, le détail est intéressant, sachant que cette boutique présentait déjà par exemple le casque de Starkiller d'un autre jeu vidéo légende, le pouvoir de la Force. Mais ce symbole est surtout une version stylisée de la Forge Stellaire, une station capable de produire des vaisseaux et des droïdes indéfiniment à partir de l'énergie d'étoiles. Mais la Forge Stellaire a été construite 30 000 ans avant la bataille de Yavin par l'Empire infini des Rakata, donc un énième lien avec les Rakata dans Andorre. Dans la boutique se trouve un autre objet de la prélogie avec ce calice Sith, un objet servant à la méditation des Sith que Darth Sidious a trouvé durant une de ses expéditions sur Malachor et qu'il a ramené sur Coruscant. On peut le voir dans le bureau de Palpatine dans La Revanche des Sith. Et cette plaque que l'on voit bien distinctement ici était déjà présente dans la saison 1, mais c'est une tablette faisant référence au monde entre les mondes, une dimension mystique liée à la Force capable de transcender l'espace et le temps. On voit ce monde dans Rebels et Ahsoka, et ce genre de représentation murale est trouvable sur l'Ossal, où 3 positions de main représentent le père, la fille et le fils, les dieux de Mortis. D'ailleurs, on pourrait l'analyser thématiquement en reprenant cette image de la saison 1, où on voit l'ensemble. La main ouverte tournée vers le côté est celle de la fille, le côté lumineux, et elle est mise à part. La main tendue vers le haut est le père, l'équilibre dans la force, alors que le poing fermé est le fils, le côté obscur. Le côté obscur est plus proche de l'équilibre, et c'est l'ensemble avec les cercles qui sont dans le meilleur état, parfait pour une époque où c'est l'obscurité qui domine. Après la tentative de suicide de Lucen, Dedra tente de le sauver en appelant une ambulance qui porte le symbole universel lié au milieu médical que l'on avait déjà vu chez les rebelles dans l'arc 3. Star Wars.com a précisé que ce vaisseau était une version remaniée du Mobile TACPOG RK-392, le véhicule utilisé par les forces de la corporation Preox Morlana dans le tout premier arc de la saison 1 sur Ferrix.
Mais le site ne précise pas si c'est une anecdote uniquement pour les effets pratiques et spéciaux ou si c'est aussi valable dans le lore. En effet, la corporation Preox Morlana a été dissoute suite à l'échec de Ferrix et englobée dans l'armée impériale. Ça ferait donc du sens que leur vaisseau ait été réassigné à d'autres tâches. Les troupes du BSI sur Coruscant sont une nouvelle unité, les agents tactiques du BSI qui portent le même genre de plastron que l'armée régulière. Kleya Marki décide alors de sauver Lucen de l'Empire d'une manière ou d'une autre et repasse par la planque de l'Axe pour récupérer du matériel et se rend à l'hôpital. Les reflets sont encore super importants puisque la première image des Stormtroopers n'est pas sur ce plan mais celui juste avant où on les voyait déjà dans le reflet de la vitre. Et l'hôpital a un nom ici en Aurebèche, l'hôpital Lina So. Il s'agit d'une grosse référence à la Haute République puisque Lina So était la chancelière suprême de la République galactique environ 200 ans avant la menace fantôme. Elle est connue pour avoir mené son programme des grandes œuvres, une série de projets visant à démontrer le rayonnement de la République, comme il y a le flambeau stellaire, une station spatiale créée pour aider les habitants de la frontière, un autre nom de la bordure extérieure. Lina So a aussi mis en place la Foire de la République, qui a réuni de nombreux mondes de la République, ainsi que le grand renouveau de Quen qui a aidé à remettre la planète sur pied. Et cet hôpital n'a pas été fondé par Lina So, mais a été construit en son honneur, comme les hôpitaux chez nous qui portent souvent des noms de personnalités. Ici, la mise en scène participe une nouvelle fois à la narration avec Lucen Rail enfermé dans un rectangle. Forme associée à l'Empire, il est donc emprisonné par l'Empire. Dans l'hôpital, on peut voir cette pièce où un alien est plongé dans une cuve de Bacta, le même genre de technologie dont a bénéficié Luke Skywalker sur Hoth dans l'Empire contre-attaque après avoir affronté le Wampa. Et ce petit alien à côté est d'une espèce sans nom encore que l'on avait vu sur Niamos dans la première saison, tout comme la vieille alien qu'utilise Kleya. En effet, cette espèce et surtout ce personnage s'appelle Faiza et était déjà sur Niamos 4 ans plus tôt ici même. Et vient donc la scène de la mort de Lucen Rael qui démontre toute une partie de la complexité du personnage. Lucen savait qu'il était grillé dès que Dedra est entré dans sa boutique et a tenté de sauter la vie, mais même ça, il n'a pas réussi. C'est finalement Kleya qui est contrainte de le faire pour lui, jouant toujours le rôle qu'elle a joué dans la série en comblant ce que Lucen était incapable de faire. On peut aussi faire le parallèle avec Saw Gerrera qui est la version violente et sur le front de Lucen. Les deux sont des rebelles entêtés, voués à fonder une rébellion, mais sûrement pas à la gagner. Lucen et Saw ont tous deux participé à fonder l'Alliance Rebelle, mais seront des oubliés de la guerre à l'avenir. De plus, Lucen se retrouve entubé comme Saw qui respire du rhédonium, un gaz volatile mortel. Tony Gilroy a d'ailleurs confirmé que Saw Gerrera respire bien du rhédonium dans Rogue One. Mais l'épisode aborde aussi des flashbacks sur la rencontre entre Lucen Rael et Kleya Marki. Lucen était donc un sergent au sein de l'armée impériale dans les premières années de l'Empire, mais a décidé de déserter suite au massacre d'une population sur une planète inconnue. Les soldats qui sont avec lui sont des Mud Troopers ou Swamp Troopers, un type de soldat de l'armée impériale régulière que l'on voit sur Mimban dans Solo A Star Wars Story. Han Solo lui-même a été un Mud Trooper. Ce soldat est aussi armé d'un répétiteur lourd TL-50, un blaster apparu pour la première fois dans le jeu vidéo légende Jedi Knight 2 Jedi Outcast, mais qui est aussi dans le canon l'arme d'Aiden Versio de l'Escouade Inferno dans Battlefront 2. Dans cette scène, nous apprenons également le véritable nom de Lucen, Lear, qui est déjà Rael à l'envers, mais aussi une référence au roi Lear, un personnage de William Shakespeare qui représente la tragédie de l'humain. La pièce de Shakespeare a longtemps été considérée comme trop sombre, affligeante et nihiliste, ironique quand on retrouve des critiques similaires de la série Andor. Lucen, traumatisé par les événements à l'extérieur, se réfugie dans un vaisseau et trouve une petite fille cachée qu'il nommera plus tard Kleya. Ici, le parallèle historique est assez évident avec un soldat nazi qui découvre une petite fille juive ou d'un autre peuple attaqué par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Lucen prend alors Kleya sous son aile et ce flashback fait alors miroir avec celui de l'arc 1 de la saison 1 où Kassa, un jeune qui a perdu ses parents, est recueilli par une future rebelle qui l'élèvera et lui donnera une nouvelle identité. Ce parallèle avait déjà été fait via le montage de cet arc où Cassian part dans les flashbacks avec Marva Andor et dans le présent avec Lucen Rael. Ces deux plans qui concluent chacun l'arc des personnages dans le premier et le dernier arc de la série se ressemblent également. Et ces flashbacks sont même liés d'un point de vue méta puisque cette scène a été tournée au Black Park, un parc en Angleterre qui a aussi servi de lieu de tournage au flashback de Cassian sur Kenari. Plus tard, Lucen et Kleya tentent de vendre des objets dont ce collier de victoire dévaronien. L'objet en lui-même est original mais l'espèce des dévaroniens est assez vieille puisqu'elle provient d'un Nouvel Espoir.
Lucen et Kleya assistent alors à une exécution publique organisée par l'Empire, où des Stormtroopers sont armés de fusils blasters lourds DL-19, une arme aussi d'un nouvel espoir. Ce genre d'exécution, on sait que ça existait durant la Seconde Guerre mondiale, mais on en a déjà vu dans Star Wars, comme lors de la bataille d'Umbara. On voit ensuite bien en évidence la bâtisse qui existe réellement. Il s'agit du château de Xativa, un lieu de tournage proche de Valence, là où ont été tournées beaucoup des scènes de Coruscant. Et des toits bleus ont été rajoutés au château ainsi qu'un cours d'eau qui me font beaucoup penser à Naboo, comme la villa Varicchino de l'Attaque des Clones dans la Contrée des Lacs, qui a utilisé la villa de Balbianello au lac de Côme en Italie en rajoutant ces fameux toits bleu-vert. Et justement, la dernière scène des flashbacks se déroule pour le coup vraiment sur Naboo, ça a été confirmé par StarWars.com, où Lucen présente à Kleya ce à quoi elle doit être prête à faire désormais pour combattre l'Empire. Petite anecdote sur ce lieu, le décor en fond a été tourné par George Lucas en 2001 pour l'Attaque des Clones, mais n'a jamais été utilisé pour le film, comme ce plan aérien de Gorman tourné en hélicoptère à l'époque. Mais ce n'est pas tout, puisque l'arrière-plan vient certes de l'Attaque des Clones, mais le lieu de tournage au premier plan vient de la menace fantôme. En effet, il s'agit du château d'Ever au Royaume-Uni, où a été tournée une scène coupée de l'épisode 1. Dans cette scène, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Jar Jar Binks arrivent à la capitale de Naboo, Sid, mais se font avoir par le courant de l'eau qui les emmène vers une cascade et détruit leur vaisseau. Pour terminer avec l'épisode 10, Lucen apprend à Kleya dans le passé cette phrase. Et voici ce qu'il dit au début de l'épisode. I think we used up all the perfect. Move. Dans l'épisode 11, Dedra Meero a été enfermé par Hirt, son ancien assistant, car son raid contre Lucen Rael était entièrement illégal. Elle se retrouve donc dans un parfait parallèle avec Cyril Kern, puisque 4 ans plus tôt, c'est elle qui était venue dans cette pièce le rencontrer car il s'obstinait à harceler le BSI à propos de Cassian Andor. Désormais, Dedra s'est tellement plongée dans sa traque de l'Axe qu'elle a fait les mêmes erreurs et s'est retrouvée à sa place. Mais c'est d'abord un écran qui montre Dedra en captivité, écran qui s'inspire de THX 1138, le premier long métrage de George Lucas, le créateur de Star Wars, qu'il a développé à partir de l'un de ses propres courts-métrages, Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Dans ce film, des prisonniers socialement soumis par un pouvoir totalitaire et invisible se rebellent contre le système et la série s'en est déjà largement inspirée, puisque tout l'arc de la saison 1 sur Narkina 5 est littéralement du THX 1138. Et cette référence discrète est d'autant plus pertinente quand on sait que Dedra finira à la fin de la série dans une prison similaire à celle de Narkina. Sur un des écrans de l'hôpital que Hirt consulte pour retrouver qui a assassiné Lucen Rael, on peut voir un alien insectoïde, c'est une espèce sans nom, celle de fausse Biro de l'ascension de Skywalker. Mais Kleya Marquis se refuge dans l'ancienne planque de l'Axe pour récupérer un communicateur qui lui permet d'envoyer un SOS à Wilmon Pack sur Yavin 4. Et sur Yavin, on peut apercevoir des X-Wing aux marques bleues, probablement l'escadron Blue. Dans l'univers canon, l'escadron Blue est apparu pour la première fois dans Le Retour de Jedi, avec un mélange de B-Wing et de A-Wing, mais on le retrouve aussi dans Rogue One, avec des X-Wing en faisant une référence sympathique. En effet, l'escadron de Luke Skywalker lors de la bataille de Yavin dans Un Nouvel Espoir devait d'abord s'appeler l'escadron Blue, mais lors de la production du film, l'équipe s'est rendu compte que la peinture bleue n'était pas pratique pour les effets spéciaux puisqu'il tournait sur un fond bleu. L'escadron de X-Wing est donc devenu l'escadron Red et l'escadron de Y-Wing l'escadron Gold. Cependant, la novelisation du film n'a pas été corrigée et est sortie avec la version Escadron Blue. On retrouve aussi le jeu vidéo légende Rebel Assault qui présente toujours le Blue au lieu du Red. Et donc Rogue One a remis à l'honneur l'Escadron Blue original en le faisant se sacrifier durant la bataille de Scarif puisque c'est lui qui passe sous le bouclier et soutient les troupes rebelles au sol. Dans le hangar, on voit aussi un droïde Treadwell Septoid WED 15, un droïde de réparation apparu pour la première fois chez les Jawa dans Un Nouvel Espoir. Et pour l'anecdote, les scènes sur Yavin 4 dans Un Nouvel Espoir et Rogue One ont été tournées à Cardington Airfield, une ancienne base de la Royal Air Force en Angleterre. Mais le set d'Andorre était tellement grand qu'ils ont dû tourner au Long Cross Studios pour à la fois la base mais aussi le village dans la forêt. Et on retrouve enfin Cassian Andor dans sa petite maison de Yavin à jouer à un jeu avec Rue Scott Melchi et K2SO. Les deux humains ont d'ailleurs exactement la même coupe de cheveux que dans Rogue One puisque cet arc se passe peu de temps avant.
Le jeu auquel il joue est totalement nouveau et s'appelle le Ryanza. Il a été créé par le département artistique et graphique d'Andor avec des tuiles conçues par la graphiste El Maki, qui a également élaboré un ensemble complet de règles pour jouer, mais que l'on n'a pas encore. Le Ryanza s'inspire à la fois des anciens jeux de Mahjong et des dominos. Et sur un groupe Facebook de Sabak, j'ai trouvé quelqu'un qui a contacté El Maki directement et elle lui a donné plein de ressources visuelles qui ont été utilisées pour la série. Maki a aussi précisé qu'elle compte rendre les règles du Ryanza publiques, mais elle attend l'accord des autorités compétentes. Voici donc l'entièreté des pièces du Ryanza en attendant de connaître les règles. Et du côté des autres ressources qu'a révélé Maki, je voudrais m'attarder sur certaines assez intéressantes. On a des panneaux de Férix de la première saison, et ici des étiquettes de produits de la Super Aide Coruscant de la saison 2, avec évidemment du lait bleu, le lait que l'on voit sur Tatooine dans Un Nouvel Espoir ou encore L'attaque des clones, du Kushnip séché, de la nourriture que l'on voit chez Maz Kanata dans Le Réveil de la Force, et du Lamito à mâcher, de la nourriture provenant du roman légende L'Étoile Noire, détail extrêmement précis et étrangement sensé. Sur cette image, on voit plusieurs cartes d'identité du Lucenrael avec Jared Lambo, Farian Xel, Erwan Mek et Holly Martin. Je vais trouver une référence qu'avec le nom de Holly Martin, qui est celui d'un des artistes des props de la première saison, peut-être même que c'est lui qui a mis son nom en easter egg. Et sur chaque carte, on retrouve une profession et une planète. Jared Lambo est acheteur ou acquéreur et vit à Coruscant. Farian Xel travaille dans l'hydroponie, une façon de cultiver des plantes, et habite à Inestia. Et enfin, Erwan Mek est professeur à Barlett. Et pour Holly Martin, la photo ne permet pas de lire leur bêche en petit. Mais là, les détails sont encore une fois intéressants et logiques. Déjà, Inestia ou Inestia Prime est une planète froide des colonies développée à l'époque de la Haute République via son temple Jedi. Et Barlett est une planète du noyau développée dans les comics Dr. Aphra via son université, l'université de Barlett. Plusieurs personnages y ont étudié, comme le Dr. Aphra donc, mais aussi Sanastaros des mêmes comics. Et donc Lucen a probablement été professeur là-bas à un moment donné. D'autres photos permettent de voir plus en détail l'armure Sith inspirée de Starkiller, et on voit des images de Preox Morlana avec notamment cette tablette qui montre AL1-L3. Cette droïde, j'en avais déjà parlé dans ces vidéos références, elle vient de l'ascension de Skywalker, on la voit sur Yavin dans l'arc 3, et était donc déjà prévue dès la saison 1. On voit ici plus en détail la représentation de Marva Andor sur Minaro qu'on avait vu dans le premier arc, et ça c'est le jeu auquel jouent les Impériaux sur Aldhani dans le deuxième arc de la saison 1. C'est encore une fois El Maki qui l'a inventé, il s'appelle le XL, et a évidemment des règles complètes. Maki attend encore une fois l'autorisation pour nous les donner. Et enfin, il y a cette dernière image avec différentes représentations. Honnêtement, je n'arrive pas à retrouver où elles sont dans la série, mais il y a plein de détails intéressants. Ici, la montagne, ce sont les formations rocheuses de Lothal dans Rebels, la mer me fait penser aux poissons colos de l'Amna Santum, les fleurs sont des liacérés de Jedi Fallen Order, l'œil est celui du Dianoga d'Un Nouvel Espoir, l'œuf vient de The Mandalorian avec le Mudhorn, et le poisson est un Ti de l'Amna Santum. Les autres, je n'ai pas réussi à trouver les liens. Mais revenons à la fin de la saison 2 d'Andor. En jouant, K2SO se plaint que les deux humains sont alcoolisés en mentionnant le Revnog, un alcool inventé pour la série, c'est celui que boivent les agents du Prémor dans la scène d'introduction d'Andor. Pour la dernière scène où on voit Kleya utiliser désespérément la radio, la caméra la filme à travers un trou circulaire, pour déjà la montrer isolée, mais surtout pour mettre en lumière qu'il n'y a que l'Alliance Rebelle qui peut venir à son secours, un cercle encore une fois. Cassian, Melchi et K2 partent alors à son secours en désobéissant aux ordres de Yavin, rappelant la scène de la création de l'équipe Rogue One dans le film avec une voix leur interdisant de décoller. D'ailleurs, dans cette scène du film, c'est Tony Gilroy lui-même qui fait un petit caméo vocal, le créateur d'Andor et scénariste des reshoots de Rogue One. That ship's off limits. No one's supposed to be on board until further instructions. That's an impounded Imperial ship. What's your call sign, pilot? Rogue? Rogue One. Rogue One? There is no Rogue One. Dans cette scène de Dedramiro en prison, la caméra se trouve à sa hauteur, comme lors de l'interrogatoire de Krennic, mais ici en l'isolant par l'encadrement de la porte, une forme avec des angles puisque c'est l'Empire qui la détient. Mais dès que Dedra décide d'aider Hirt en lui disant de chercher du côté de Kleya, elle a terminé son arc dans la série, elle n'a plus rien à y faire, elle est donc isolée sur ce plan, elle n'est plus au centre de l'image. En orbite de Coruscant, Melchi s'extasie de la vue car il n'est jamais venu à la capitale, exactement comme Jyn Erso le fera plus tard en arrivant en orbite de Jedha dans Rogue One.
K2SO dit que lui, en revanche, est déjà venu sur Coruscant en participant à une parade impériale. Peut-être qu'il a participé à la parade impériale du jour de l'Empire, comme on en voit une dans Rebels, la célébration annuelle de la déclaration de l'Empire par Palpatine dans la Revanche des Sith. En plus, l'empereur lui-même était présent lors de la parade de K2. Le U-Wing de Cassian, naviguant entre les bâtiments de Coruscant, reprend aussi l'image du même vaisseau se frayant un chemin entre les structures rocheuses d'Idoo de Rogue One. Dans les deux cas, ils viennent pour sauver quelqu'un, Kleya Marki et Galen Erso, censés sauver Galen dans son cas, qui se trouve piégé par l'Empire. Hirt dépêche lui une unité d'agents tactiques du BSI qui arrive avec un nouveau modèle de navette impériale, mais qui selon StarWars.com serait inspiré d'un concept art de la navette T4A de classe lambda du Retour de Jedi. Cependant, je n'ai pas réussi à trouver ce concept art, mais il n'est pas impossible que cette navette soit une descendante de la navette de transport de classe Ro de la guerre des clones, une variante elle-même de la navette d'attaque et de transport de classe Nu, également utilisée durant la guerre des clones. Le pilote de cette navette porte un nouveau casque qui semble être une version bien plus ouverte du casque du Short Trooper de Rogue One, probablement un casque spécifique aux pilotes des agents tactiques du BSI. L'épisode se termine par un cliffhanger où Cassian et Melshi retrouvent Kleya, mais le BSI est également sur le point d'arriver. Un élément que je n'avais pas relevé jusqu'à maintenant est le mot de passe qu'utilisent Cassian, Bix, Lucen et Kleya pour accéder à la planque. Il s'agit en fait du système d'alerte des habitants de Firix. L'épisode 12 commence par le piège de l'Empire, encore une fois superbement mis en image par la caméra qui passe derrière un trou encadrant les personnages dans un rectangle, celui de l'Empire. Pour convaincre Kleya de se rendre sur Yavin, Cassian lui dit qu'elle sera vue comme une héroïne alors qu'elle pense qu'elle y sera une prisonnière. You can rest there As a prisoner. as a hero. C'est un joli parallèle avec l'introduction de Rogue One où Orson Krennic tente de convaincre Galen Erso de revenir sur le projet de l'étoile de la mort car il sera vu comme un héros de l'Empire. Au final, Galen sera tué et Kleya sera libre. You're not taking him. No, of course I'm not. I'm taking you all. You'll all come. You, your child, you'll all live in comfort. As hostages. As heroes of the Empire. Toujours par rapport à Rogue One, Kleya prend ici la même importance que Jyn Erso dans le film. Ce sont ces personnages qui détiennent les informations sur l'étoile de la mort à transmettre à la rébellion sur Yavin. You need to tell them what you told us. My father's message. I've seen it. I'm coming with you. No, your father's message. We can't risk it. You're the messenger. Les agents du BSI arrivent enfin à l'entrée de l'appartement et la façon dont les rebelles se réfugient à l'intérieur, notamment Melshi, rappelle là où ce dernier mourra sur Scarif près d'un bunker après l'arrivée d'une unité d'élite, ici les Death Troopers sur Scarif. Cassian demande à Melshi de laisser la porte ouverte car il a appris de Lucen qu'il faut toujours avoir une voie de sortie. C'est ce qu'il dit lors de leur première rencontre et c'est même ce que répétait Kleya à Vel sur Yavin plus tard. Don't! What? Leave it! What is that? I put slap charges on the doors. What? When? Rule number 2, build your exit on your way in. Brace yourself. He always used to say, know your way out before you go in. Cependant, sur Scarif, Cassian comprendra dès la fermeture du bouclier planétaire qu'il y restera. Les leçons de Lucen redéfinissent la lecture de Rogue One. Et le blaster que Melshi a confié à Kleya est simplement le blaster qu'avait Biggs dans cet appartement lors de sa phase dépressive dans l'arc 2 de la saison 2. C'est évidemment K2SO qui vient débloquer la situation en éliminant tous les impériaux. Et il y a un petit souci de cohérence que je n'avais pas relevé la dernière fois concernant le blindage DKX. En effet, K2SO dans Andor résiste à n'importe quel tir de blaster venant de n'importe quelle arme, alors que dans Rogue One, chaque tir qui le touche lors de sa mort traverse son blindage. J'ai vu des justifications comme quoi les armes impériales sur Scarif pourraient être plus puissantes, mais il y a aussi Jyn sur Jedha qui abat un KX d'un seul tir dans la poitrine. Il n'y a pas de réponse à apporter, mais je voulais relever le problème. Dans tous les cas, K2 se débarrasse de Hirt en s'en servant de boucliers humains, technique également employée par le gardien des Whills Chirrut Imwe dans Rogue One sur Jedha. Et je voulais revenir sur un point thématique autour de K2SO. Beaucoup de personnes, dont moi, se demandaient pour quelle raison Cassian Andor récupère le droïde sur Gorman en dehors du besoin de remplir ce qui doit absolument être fait pour Rogue One. Eh bien, K2SO représente l'une des leçons de Lucen Rael à Cassian, leçon qu'il rappelle dans son discours de la saison 1. I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them.
En quittant Coruscant, les rebelles croisent des canonnières de police, ou LAAT-LE en anglais, des canonnières adaptés au milieu urbain, utilisés pendant la guerre des clones, mais aussi pendant l'Empire. Ici, sur Yavin, c'est un alien qui vient de Rogue One, un drabatien du nom de Paodog Drabatakat Sabderekti Niklenketi Kivevnik Nesevevlikek, aussi connu sous le nom plus court de Paodog Drabatakat, ou simplement Pao. C'est lui qui crie Carabas dans Rogue One, le mot fétiche de Zeb dans Rebels. Et d'ailleurs, c'est le même acteur qui est revenu jouer Pao, Derek Arnold. Nous assistons ensuite à une réunion du Conseil de la Rébellion avec Mon Mothma, Bail Organa, Davis Draven et Saw Gerrera, tous dans leur tenue de Rogue One. Mon essaie de faire comprendre à Saw qu'un peu de subtilité dans son combat contre l'Empire aiderait l'Alliance, mais Saw n'écoute personne. La cohérence est parfaitement réalisée par rapport à la discussion entre Mon et Saw dans Rebels via un hologramme comme ici, et surtout par rapport à Rogue One, où Mon Mothma rappelle que Saw est une épine dans leurs pieds. Les rebelles précisent même à Jyn qu'ils savent qu'il se trouve sur Jedha, chose vérifiée dans Andor. Why should I believe anything you say? We know you're on Jedha, Saw. I was a child. Saw Gerrera saved my life. He raised me, but I've no idea where he is. I haven't seen him in years. We know how to find him. That's not our problem. De plus, Mon indique à Saw que ses actions ont mené un destroyer stellaire sur Jedha. On le voit à la toute fin de l'épisode, il s'agit du Dauntless. Ironiquement, les rebelles pensent que la présence impériale est due aux actions des partisans de Saw Gerrera, alors que l'Empire est surtout là pour piller le Kyber de Jedha pour l'étoile de la mort. Saw se trouve ici dans les catacombes de Kadera, là où il finira ses jours par le premier tir de l'étoile de la mort. La mise en scène réutilise la fenêtre circulaire, symbole de la rébellion, mais brisée, comme Saw Gerrera. Au loin, on aperçoit le Dauntless et la ville de Jedha City avec l'immense tour du temple du Kyber. Mon Mothma, Bail Organa et Saw Gerrera sont considérés comme étant les 3 fondateurs de l'Alliance Rebelle, en tout cas d'un point de vue public en excluant Luthen Rael. Andor a surtout montré le point de vue de Mothma, un peu celui d'Organa, mais peu celui de Gerrera. Cependant, une nouvelle trilogie de romans appelée Le règne de l'Empire vient de débuter en anglais avec son premier tome, Le Masque de la Peur, qui sortira le 21 août en français. Ces romans seront des spin-offs d'Andor et se concentreront sur ce trio depuis les premiers jours de l'Empire. Le titre même du premier tome reprend une partie du discours de Caris Nemik. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear. Remember that. Après la scène de Saw, on retrouve l'amiral Radius observer l'arrivée du U-Wing de Cassian. Radius est le Mon Calamari qui a participé à la bataille de Scarif avec son croiseur stellaire MC-75 qui abritait le Tantive 4 et Leia Organa. Le sacrifice de Radius a été essentiel à la transmission des plans de l'étoile de la mort jusqu'à Yavin, au point où le vaisseau capital de la résistance dans les derniers Jedi porte son nom. D'un point de vue production, les 2 films ont eu un tournage assez proche, et les réalisateurs des 2 films, Gareth Edwards et Rian Johnson, ont même fait des caméos dans le film de l'autre. Le technicien avec lequel discute Radius était aussi dans Rogue One, il s'agit de Tenzigo Wims. On continue les caméos avec Radius qui précise que Merrick est absent et aurait déjà abattu le U-Wing. Antok Merrick est le leader de l'escadron Blue dont je parlais tout à l'heure, et mourra donc sur Scarif. 2 X-Wing viennent donc escorter le U-Wing jusqu'à la base rebelle avec ce plan qui me fait beaucoup penser à Iron Man et celui-ci au final du 3e épisode de Mandalorian, après que les Mandaloriens aient aidé Din Djarin et Grogu à fuir Nevarro. Cassian est alors emmené au conseil de l'Alliance Rebelle pour répondre de ses actes. On y retrouve Mon Mothma, Bail Organa, David Draven, Radius et 2 autres personnages issus de Rogue One. L'homme est Nowhere Jebel, sénateur au sein du Sénat impérial de la planète agricole Wither et secrètement ministre des Finances au sein de l'Alliance Rebelle. Après la création de la Nouvelle République, il conservera son poste de ministre des Finances. Et la femme est Tinra Pamlo, sénatrice de la planète Taris et ministre de l'Éducation pour l'Alliance. Le fait d'inclure une sénatrice de Taris dans Rogue One était déjà une référence assez pertinente, puisque Taris est la planète inventée pour être l'introduction du jeu vidéo légende Knights of the Old Republic. Le scénario de ce jeu est très proche de celui d'un Nouvel Espoir, et Taris fait à la fois office de Tatooine pour marquer le début de l'aventure du héros, mais aussi d'Alderaan avec la destruction, certes pas définitive, de la planète par l'antagoniste de l'histoire, Dark Malak. Knights of the Old Republic étant très proche de l'épisode 4 dans sa narration, logique d'y faire une référence au Conseil de la Rébellion peu de temps avant le film et la fin d'Alderaan. Le Conseil de l'Alliance Rebelle est ici montré assez négativement, avec des politiques frileux à sa tête, un peu comme dans Rogue One, mais la comparaison est intéressante avec ce qui nous a été montré de la rébellion sur Yavin au début de la saison, avec le groupe de Maya Pei totalement désorganisé. Aujourd'hui l'organisation est bien présente, mais ça n'en facilite pas forcément les décisions.
Après la réunion, Draven prend Cassian à part pour lui annoncer que leur contact au sein des partisans de Saw Gerrera veut voir Cassian sur Kafren. C'est la mission pour laquelle partira Cassian à la fin de la série et la première scène du personnage dans Rogue One. Cassian trouve donc Tivik à l'anneau de Kafren et lui annonce que l'Empire est en train de construire une super arme destructrice de planètes et ce qui est vraiment bien travaillé et que le dialogue fonctionne avec les nouvelles informations d'Andor. Auparavant, on aurait pu penser que Cassian découvrait toutes les informations de Tivik, mais maintenant on sait que Cassian était au courant que l'Empire construisait une arme à laquelle il a d'ailleurs participé sans le savoir et la discussion fonctionne toujours puisque la première réaction de l'espion n'est pas d'être surpris de la nouvelle mais de demander quel type d'arme. He's telling people they're making a weapon. The Kyber crystals, that's what they're for. What kind of weapon? Look, I have to go. What kind of weapon? A planet killer! That's what he called it. Et toujours en tant que relecture du film, un détail apparaît encore plus en évidence, c'est la musique. En effet, si on tend l'oreille, il y a quelques notes qui ont été réutilisées pour le thème de Cassian Andor pour sa propre série. Et ces notes-là se retrouvent aussi au moment où Cassian refuse de tirer sur Galen Erso. On peut y voir l'ombre de Lucen Rael affecter Cassian. Après le meurtre de Tivik, c'est clairement du dégoût qui se lit sur son visage, comme s'il était devenu le nouveau Lucen, mais c'est la part sombre de son mentor qu'il a toujours réprimé qui s'exprime ici, alors que sur Idou, Cassian refuse d'être Lucen. Dans une scène un peu plus loin, Draven revient vers Cassian pour lui confier la mission et rencontrer Tivik. Les deux personnages sont alors dans un rectangle arrondi, ils ont la pression de l'Empire sur les épaules, mais l'espoir rebelle est toujours présent. Alors que la pluie s'abat sur la forêt de Yavin 4, Vel Sarsa vient retrouver Cassian pour un dernier hommage à tous les morts de la série, Lucen Rael, Gorn, Caris Nemik, Taramine Barcona, Cinta Kaz, les Gorman, Ferrix, Marva Carassi Andor et les Dany. Et alors que Kleya se relève, perdue dans un nouveau monde qu'elle ne connaît pas, Leo Partagaz, le major du BSI, réécoute le discours de Nemik dans son manifeste et comprend l'erreur de l'Empire, erreur déjà relevée par Lonnie Young, l'espion rebelle, comme quoi la répression est trop forte, et là, les mots de Nemik résonnent différemment, surtout avec la mise en scène. Le discours commence sous la pluie de Yavin et se termine sur Coruscant par ces phrases. Tyranny requires constant effort. It breaks. It leaks. Authority is brittle. En anglais, il est dit « Tyranny requires a constant effort, it breaks, it leaks ». Leaks peut-en être traduit par fuite dans le sens littéral par rapport aux fuites via Lonnie Young dans Andor ou Tivik et Bodirook dans Rogue One, mais aussi dans un sens plus figuré, l'eau qui s'infiltre, la pression de l'eau qui augmente quand on resserre un tuyau, la pluie sur Yavin, ou encore cette superbe image de la fuite de Narkina 5. Malheureusement, cette idée se perd en VF où Nemik dit « elle s'effrite et elle casse ». Partagaz, sachant ce qui va lui arriver suite à son échec, préfère se donner la mort avec un blaster Power 5, un modèle impérial d'un nouvel espoir ayant la même base que le DL-44 de Han Solo, c'est-à-dire le pistolet semi-automatique allemand Mauser C-96. La façon qu'a Partagaz de se suicider avec une balle dans la tête après un échec dans ce qui pourrait s'apparenter à un bunker rappelle la mort d'Adolf Hitler, mais ce dernier avait aussi ingéré du poison pour s'assurer de sa mort. Et on retrouve la thématique du poison avec Partagaz, mais métaphoriquement. Voici la scène d'introduction du personnage dans la saison 1. We are healthcare providers. We treat sickness. We identify symptoms. We locate germs, whether they arise from within or have come from the outside. The longer we wait to identify a disorder, the harder it is to treat the disease. Do you understand my meaning, Legret? Avec le discours de Nemik, Partagaz comprend que le BSI a été surpassé par la maladie qu'est la rébellion, ils ont été submergés. En plus de tout cela, à propos de la maladie, dans le premier épisode de cette saison, un officier impérial avait proposé d'installer une épidémie sur Gorman pour faire fuir les habitants, mais on lui répond que cette solution a été étudiée mais trop imprévisible. C'est pourtant ce qui va leur retomber dessus en jouant avec l'amplification artificielle du front Gorman. Why not have a plague? Or stage some natural disaster? That'd motivate them to leave the place of their own accord. We've actually gamed that out. It gets unpredictable very quickly.
Et un dernier lien à faire avec cette mort est qu'elle est un parfait miroir avec celle de Lucen. Lucen Rael et Leo Partagaz sont les deux leaders des services de renseignement les plus sophistiqués de leur camp respectif, et les deux se sont suicidés pour leur cause. Avant de partir pour sa mission sur Kafren, Cassian laisse passer une nuit où il rêve de sa sœur Kerry qu'il a abandonnée sur Kenari dans sa jeunesse. La série s'ouvrait sur la quête de sa sœur et c'est elle, par son absence, qui l'a jetée dans les bras de la rébellion. C'est encore une énième fois un parallèle avec Rogue One, qui commence par le flashback de la jeunesse de Jyn Erso où sa mère Lyra est tuée et son père Galen est emmené par l'Empire, puis écran titre et Jyn se réveille dans une prison impériale. On peut aussi relever le flashback sur Coruscant dans Rogue One qui était également un rêve de la jeunesse de Jyn. C'est Bail Organa qui vient retrouver Cassian Andor après son réveil pour s'excuser à sa manière. L'ironie de la situation en tant que spectateur est présente puisque Bail lui parle de sa mort qui va effectivement arriver sous peu, juste après celle de Cassian en soi, mais comme Cassian a participé à la création de l'étoile de la mort, il a un peu aidé à la mort du sénateur. Cassian se prépare donc pour sa dernière mission en enfilant exactement la tenue du début de Rogue One, qui a d'ailleurs totalement été refaite pour la série selon StarWars.com, et arrose ses plantes. Cela peut paraître anodin dit comme ça, mais regardez la disposition des plantes, c'est exactement comme chez sa mère Marva sur Ferrix. Elle y prenait souvent soin de ses plantes, et Cassian y a perpétué son héritage en conservant cette habitude. À partir de là, plusieurs plans s'enchaînent pour présenter où en sont les personnages de la série, alors que Cassian part littéralement pour Rogue One. Commençons avec Wilmon Pack. Wilmon est en fin de compte une sorte de Cassian alternatif. Wilmon, c'est le Cassian si Bix était resté. Wilmon a trouvé l'amour sur Gorman avec Derina, et c'est à cause d'elle qu'il est resté sur la planète et qu'il a été blessé, le clouant au sol. Si Bix était resté, elle aurait été une distraction pour Cassian, et il ne serait peut-être pas allé sur Coruscant sauver Kleya, n'aurait pas eu l'information de l'armée impériale, les rebelles auraient certes eu l'appel de Tivik, mais c'est grâce à la concordance des informations de Kleya et Tivik que les rebelles y ont cru. Donc le départ de Bix était essentiel et la fin de Wilmon le prouve sans condamner son choix. Mon Mothma et Vel Sarsa sont enfin elles-mêmes en dehors des faux semblants de Coruscant et de Chandrila et on remarquera qu'elles se retrouvent encore une fois autour d'un repas. Cette scène sur Perrine Fersa est également super intéressante. Déjà ça fait 1 an environ que Perrine a perdu sa femme Mon. On ne sait pas ce qu'il croit exactement, mais la propagande impériale parle de Mon Mothma comme d'une sénatrice rebelle et terroriste, donc Perrine a dû en baver au niveau de sa réputation dans son cercle personnel. Ici on le retrouve dans son speeder accompagné de Runai Skulden, la femme de Davos Skulden, donc la belle-mère de sa fille. Déjà, dès la cérémonie de Davos dans l'arc 2, je trouvais les personnages assez proches, mais il y a une raison qui pourrait venir de scènes coupées de la série. En effet, dans une interview accordée à Backstory Magazine, Tom Bissell, le scénariste de cet arc, a parlé d'une scène coupée où Mon Mothma recevait un message de Perrine disant, je cite, « Je savais ce que tu préparais pendant tout ce temps. Ils m'ont parlé, ils m'ont interrogé chaque semaine, je n'ai jamais rien dit. Tu m'as pas fait confiance, tu aurais pu me faire confiance. » Et cette scène aurait été terrible pour Mon qui a repoussé Perrine durant tant d'années, il était impensable pour elle d'imaginer son mari comme quelqu'un de fiable. Le chagrin pour Perrine de l'avoir s'éloigné de sa vie en pensant qu'elle laisse tomber ce mari mauvais payeur qui ne l'a jamais soutenu aurait pu être terrible. Cette scène n'est évidemment pas à considérer comme canon, mais une seconde pour Skulden avait été imaginée par Dan Gilroy, le scénariste du 3e arc. Dan Gilroy a écrit l'arc sur Aldhani de la première saison, mais aussi l'épisode de la fuite de Mon Mothma du Sénat, et il avait imaginé une scène où Davos Skulden était propriétaire d'un média, mais au moment du discours de Mon Mothma, il n'aurait pas ordonné de couper la transmission alors qu'on le lui avait demandé. Suite à cette scène, elle aussi non canon, on comprend encore mieux que Perrine et Runai se trouvent après ce qui est arrivé ou ce qui aurait pu arriver à leur mari et femme. Dans cette scène, on peut aussi dire que Perrine fait exactement ce que Jyn Erso dit dans Rogue One, ignorer le drapeau impérial en se réfugiant ici dans l'alcool. You can stand to see the Imperial flag reign across the galaxy. It's not a problem if you don't look up. Dedra Meero se retrouve, elle, dans une prison sur Narkina 5, ou une prison du même genre, dans la même situation que Cassian quelques années plus tôt, sans qu'elle ne soit toujours au courant de ce fait. Ce qui est encore plus ironique est qu'elle critiquait dans le premier arc de la saison 2 ses parents, soi-disant des criminels, mais c'est aujourd'hui elle qui se retrouve en prison après avoir trop aidé l'Empire. My parents were criminals. They were arrested when I was 3. I was raised in an Imperial kinderblock. Autre foreshadowing, les remarques que faisait Blevi d'un Dedra dans la première saison, son rival au sein du BSI. You might want to steady the ladder before you start climbing. You fall here, you fall alone. What's more urgent than a renegade intelligence officer? Petit détail sympathique d'ailleurs, Dedra se met en boule dès que la lumière est éteinte. Ainsi, comme plus tôt dans la saison, il n'y a que dans le noir qu'elle se livre à ses émotions.
turn out the lights. J'aime aussi comme Andor réinstalle une forme d'avenir commun à différentes strates de la hiérarchie impériale. En effet, plus on avance chronologiquement de Andor à la trilogie originale, plus des antagonistes haut placés tombent de la même manière à cause de leur ego. Cyril Karn et son aveuglement des pratiques de l'Empire, Dedra Meero et sa recherche de l'Axe, Orson Krennic parce que c'est une diva, Wiluf Tarkin et son refus de quitter l'étoile de la mort, et même Palpatine étant persuadé de retourner Luke Skywalker. Kleya Marki, elle, se réveille sous un nouveau soleil enfin libre. On peut y voir ici une image similaire avec Cassian enfant et adulte qui part avec Marva et Lucen dans le final du tout premier arc, mais j'y vois surtout la réponse aux mots de Lucen Rel, son père adoptif, dans son fameux discours face à Loni Young dans la première saison. I burned my decency for someone else's future. I burned my life to make a sunrise that I know I'll never see. On peut aussi voir un écho de cette réplique de Lucen avec la fin de Rogue One et ce soleil qui englobe Cassian et Jyn pour leurs derniers instants. Le directeur Orson Krennic supervise les derniers préparatifs de l'Étoile de la Mort, son projet ultime dont il ne manque plus que le canon que l'on voyait en construction en fin de saison 1 et qui sera installé dans Rogue One. A noter que Rogue One avait proposé cette super scène de l'installation du canon, mais qui contredisait un peu à la revanche des Sith, où l'Étoile de la Mort présentée avait déjà son canon en construction directement sur le reste de la structure, un petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Et je profite de parler de Krennic pour faire une parenthèse sur l'arc 3 de la saison 2, avec une référence que j'avais manquée. Lorsque Cassian Andor dit cette réplique à Cyril Karn sur Gorman, « Who are you ?» C'est une référence à celle-ci d'Orson Krennic à Jyn Erso. Et dans les deux cas, l'antagoniste se fait tirer dessus. Et allez, comme j'aime beaucoup les reflets dans cette série, je ne pouvais pas ne pas parler de celui-ci qui symbolise la fin de la série, là où tout a convergé pour mener à Rogue One, là où Cassian et son reflet se rejoignent pour la dernière aventure. Et enfin, la dernière scène de la série revient sur Minaro, où Bityu Imo joue avec un druide qui s'appelle Arga19, surnommé Haji, qui fait exactement le même son que BB-8, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, c'est Bix Kalin que l'on retrouve sur Minaro, portant son enfant et celui de Cassian. Cassian est définitivement le messager thématiquement jusqu'au bout, au point de transmettre même la vie. Ce plan de Bix Dodo peut aussi rappeler la fin de Cassian avec Jyn Erso sur Scarif. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin du générique, il n'y a pas de scène post-crédit, mais cette musique qui est également au générique d'Un Nouvel Espoir, quoi faire un énième pont vers la suite chronologique de Star Wars. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons fait ensemble sur Twitch et qui est disponible sur la chaîne YouTube secondaire, ainsi que la review de Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale. Aussi, si vous voulez approfondir un peu plus les différentes œuvres Star Wars et autres avec nous, en parlant par exemple d'écriture ou de mise en scène, je vous invite à nous suivre sur Twitch, sur nos différents streams de critiques, et même à nous rejoindre sur Discord, où Jane, de l'équipe de la Tribune de Coruscant, fait presque tous les mercredis un événement où on se regarde ensemble différentes œuvres qui sont pas forcément du Star Wars, et on va faire comme ça de l'analyse de cinéma. Donc si ça vous intéresse, vous avez la chaîne Twitch pour regarder les streams ou alors les rediffusions sur la chaîne YouTube secondaire. Et sur notre serveur Discord, vous avez la liste de tous les événements qui sont programmés pour les prochaines semaines. À vous de faire votre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. À bientôt et que la force soit avec vous.